Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexis. Bonjour Ania, bonjour à tous et à toutes. C'est avec plaisir que nous allons vous présenter ce nouveau rendez-vous de l'actu consacré aux déserts médicaux. Alors, la désertification médicale constitue un terme percutant qui recoupe une multitude de situations. Effectivement, si l'on se réfère à la définition légale, le désert médical correspond à l'ensemble des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins pour la profession de médecin. En pratique, cette notion géographique doit être complétée par une perception plus globale, en y intégrant notamment une dimension temporelle, les délais de prise en charge pouvant être excessivement longs. On peut également y ajouter le coût d'accès ainsi que la qualité des soins. Ensuite, le spectre des déserts médicaux peut s'analyser en y intégrant l'ensemble des professionnels de santé, notamment les sages-femmes, et les métiers paramédicaux comme les infirmiers et les kinés. En complément, nous souhaitions attirer votre attention sur deux éléments. D'une part, le désert médical concerne à la fois les zones rurales et urbaines. D'autre part, il s'agit davantage d'une problématique de répartition des professionnels de santé sur le territoire que d'une problématique de démographie médicale. Avant de développer notre réflexion, nous souhaitions également remercier l'ensemble de la promotion 61 pour avoir participé à un petit sondage. Alors, première question posée, ce que vous évoquent les déserts médicaux? Alors, promotion extrêmement brillante, puisque la majeure partie des enjeux a bien été soulevée. Alors, notamment les problématiques d'inégalité territoriale, d'accès aux soins de renoncement, de démographie médicale et d'installation des médecins. Deuxième question posée, les mesures qui pourraient être prises pour résorber les déserts médicaux. La régulation de l'installation des médecins est revenue à plusieurs reprises, tout comme la délégation de tâches, l'importance de la formation et de l'exercice coordonné. Ces éléments correspondent pour une part aux réflexions que nous allons vous présenter. Et d'ailleurs, Alexis, est-ce que tu peux nous préciser, s'il te plaît, autour de quelles problématiques notre présentation va-t-elle s'articuler? Merci Rania. Donc, notre problématique est la suivante. Comment établir une stratégie globale mobilisant l'ensemble des leviers à notre disposition pour résorber les déserts médicaux? Dans une première partie, nous verrons que la désertification médicale, qui est le symbole des fractures territoriales, risque de s'aggraver dans la prochaine décennie. Dans une seconde partie, nous verrons que l'insuffisance des mesures existantes appelle à leur renforcement dans le cadre d'une stratégie globale. Dans une première sous-partie, tout d'abord, la désertification médicale, qui révèle les fractures territoriales, a progressé tout en se complexifiant. Tout d'abord, la désertification médicale est vaste en France. Elle concerne à la fois les généralistes, les spécialistes, mais également, comme disait Rania, l'ensemble des professionnels de santé. Pour donner quelques chiffres très rapidement, pour donner la réalité de ces déserts médicaux, 30% de la population française vit dans un désert médical, soit à peu près une commune sur 3. Par ailleurs, on estime que le délai moyen pour les 10% les moins bien dotés en termes d'offres de soins est en moyenne de 11 jours pour un généraliste, contre 6 jours en moyenne en France, de 189 jours pour un ophtalmologiste, contre 80 jours en moyenne en France. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la France est un élève moyen, médiocre, dans le cadre des comparaisons européennes et internationales? Alors oui, c'est un élève moyen, notamment vis-à-vis des autres pays européens. La densité médicale de médecins pour 100 000 habitants est en effet en France de 317, dans l'Union européenne à 15 de 347 et en Allemagne de 427. Mais par rapport aux autres pays, par exemple anglo-saxons, la France est plutôt un bon élève. 284 médecins pour 100 000 habitants au Royaume-Uni, 260 aux États-Unis. Désormais, nous allons analyser ce que révèlent les déserts médicaux. Alors, elles révèlent 3 fractures que nous avons identifiées. La première, ce sont la fracture urbanistique, on pourrait dire, entre des zones, d'un côté des zones rurales et urbaines défavorisées, et de l'autre, des pôles urbains. On estime notamment que l'offre médicale varie de 1 à 9 entre les communes isolées et les pôles urbains. Les 2 autres fractures vont être matérialisées par cette carte. La seconde fracture est donc une fracture au niveau de la métropole, entre, on le voit très bien,
un centre et une région nord mal dotés, car peu attractifs, et un sud plus attractif et donc plus doté. Et d'ailleurs, on voit que cette réalité, ce constat, est une tendance en fait constante. En un sens, le désert médical renvoie plus largement donc aux difficultés sociales, démographiques et économiques d'un territoire. Il révèle les fractures françaises dans ces champs. Paradoxalement, la désertification médicale est en progression malgré l'augmentation du nombre de médecins en proportion de la population. Effectivement, ce chiffre, donc le nombre de médecins pour 100 000 habitants, progresse sur long terme. 119 médecins en 1968, 298 en 2014 et 339 en 2019. Cette augmentation doit tout de suite être nuancée, parce qu'en réalité, cette augmentation masque en réalité une grande augmentation des spécialistes, mais une légère diminution des généralistes. En plus, augmentation des médecins ne veut pas dire augmentation du temps médical, parce qu'en réalité, si oui, il y a plus de médecins, les jeunes médecins aspirent à des conditions d'exercice différentes, notamment travailler moins. Dorénavant, nous allons démontrer que cette augmentation s'accompagne paradoxalement d'une inéquitable répartition des médecins sur le territoire et qui tend d'ailleurs à s'aggraver. Des chiffres très rapides. Selon Emmanuel Vigneron, la densité médicale des généralistes par département se dégrade, s'accélérant même entre 2017 et 2021. Or, la dégradation est plus prononcée dans les départements les moins bien dotés. Cette dégradation concerne également les établissements médicaux, les établissements de santé, qui ne sont pas épargnés, sachant que les vacances des postes sont pour l'essentiel dans les zones déshéritées. Un dernier chiffre, la hausse des Français sans médecin traitant, qui passe de 5,1 millions en 2017 à 6,3 en 2022. Mais une désertification en progression, certes, mais il est d'autant plus intéressant de noter que cette tendance change en un sens de nature. Et je vais donc laisser la parole à Arnia. Merci Alexis. Alors, je vous disais en introduction que la notion de désert médical est extrêmement large. Je vais donc désormais aborder un point essentiel de cette présentation, celui de la complexification des déserts médicaux et l'élargissement de ces déserts médicaux à d'autres champs que celui de la médecine dite classique. Alors, tout d'abord, commençons par la médecine préventive. C'est un champ qui apparaît aujourd'hui insuffisamment exploité. Il représente seulement 6,4% de la dépense de santé courante. Ensuite, la médecine scolaire. Un enfant sur 5 en classe de 6e seulement bénéficie d'une visite obligatoire de la médecine scolaire. En ce qui concerne la protection maternelle et infantile, les missions se sont élargies depuis 10 ans, avec notamment la prise en charge des mineurs en danger, des activités d'agrément de contrôle des modes d'accueil de la petite enfance, et en parallèle, la demande sociale s'est accrue. Au total, ces missions représentent 30 à 40% des ressources au détriment de l'activité sanitaire. Ensuite, la médecine du travail. Nous avons aujourd'hui un médecin entrant pour 3 sortants. Cinquième élément, la dépendance. Le rapport Libault le met bien en évidence, je cite, « Un nouveau regard sur le grand âge est indispensable. Inclusion et autonomie doivent être les maîtres mots. » Alors effectivement, il faut dépasser la logique purement sanitaire et aller vers une logique plus globale et préventive, en permettant notamment le maintien à domicile le plus longtemps des personnes les plus fragiles. Ensuite, les maladies rares. Pour 25% des personnes atteintes d'une maladie rare, il faut attendre 5 ans pour qu'un diagnostic soit posé. L'errance médicale est donc une problématique majeure. Et enfin, il existe un méli-mélo de déserts médicaux, terme emprunté aux auteurs Olivier Babinet et Corinne Hiller-Banis, qui ont pu le mettre en exergue dans leur ouvrage, à savoir notamment les soins somatiques pour les personnes atteintes d'une maladie mentale, les expatriés qui ne sont plus suivis par leur médecin traitant une fois à l'étranger, ou encore les déserts du médicament, par exemple. Nous venons de démontrer que la désertification s'est complexifiée et élargie. Alexis va désormais nous exposer le risque d'aggravation de cette désertification médicale. Oui, un risque d'aggravation qui, en su, emporterait des conséquences néfastes pour la population et le système de santé. Tout d'abord, il nous est apparu pertinent de revenir sur les déterminants d'installation d'un médecin sur un territoire. L'adresse identifie 5 déterminants principaux. 1, les facteurs personnels qui rattachent le praticien au territoire, par exemple les attaches familiales. 2, la formation
qui lie le médecin à une zone. 3, les conditions d'exercice qui revêtent une valeur fondamentale, en particulier l'exercice coordonné. Et 4, les aspects financiers qui restent souvent secondaires. Enfin, le contexte du territoire, par exemple l'offre de services éducatifs, prend une part importante, variable selon le moment du cycle de vie. Le prochain tableau nous montre les motivations prioritaires pour les médecins. On y voit, et cela confirme l'adresse, que les attaches et facilités familiales, les conditions d'exercice en exercice coordonné et l'offre de services du territoire sont prioritaires, contrairement aux incitations financières qui représentent au plus 16% des motivations. Désormais, Rania va s'attacher à présenter les causes de la désertification en France. Alors, le premier constat concerne l'évolution de la démographie médicale et de la population. Aujourd'hui, un médecin sur deux a plus de 60 ans. Une forte hausse des départs en retraite est donc à prévoir dès 2024. À cela s'ajoutent les effets du numerus clausus, installé en 1971, qui a diminué le nombre d'étudiants jusqu'en 2000, avant d'augmenter progressivement par la suite. Aujourd'hui, ce numerus clausus a laissé place au numerus apertus. On passe donc d'un nombre maximum à un nombre minimum de places. C'est certes une évolution certaine, malgré tout, les effets de cette mesure restent limités, avec des effets de long terme. Alors, selon le rapport Rochevent, si rien n'est fait, une diminution du nombre de médecins généralistes est à prévoir jusqu'en 2024 et le rétablissement de la densité médicale ne sera observé que d'ici 2033. Enfin, cette tendance va s'accentuer avec le vieillissement de la population et la hausse des personnes atteintes d'une maladie chronique. En effet, ces maladies nécessitent des consultations plus longues, plus répétitives, et donc nécessitent davantage de temps médical. Le deuxième constat concerne l'évolution de la structure de l'exercice de la profession. La profession se féminise. Les femmes représentent aujourd'hui 46% des médecins. Elles représentaient 25% en 1984, avec une tendance particulière, puisque un quart des femmes déclarent travailler à temps partiel. Et en moyenne, les femmes ont des temps de consultation plus longues, avec une patientèle plus restreinte. Nous constatons également une évolution sociétale, avec d'une part une volonté d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L'exercice coordonné est également une aspiration à la nouvelle génération, qui toutefois favorise des zones attractives où de nombreux praticiens exercent déjà. Enfin, l'utilisation non optimale du temps médical, avec l'élargissement des tâches administratives et logistiques, qui réduisent là encore le temps consacré aux soins. Le troisième constat concerne l'attractivité et la concurrence des territoires, avec d'une part la liberté d'installation de la médecine libérale, qui favorise les territoires attractifs. Ensuite, les conditions d'exercice dans certaines zones, en particulier la règle de la permanence des soins, qui, dans les déserts médicaux, en l'absence de volontaires, appelle à la réquisition de médecins libéraux pour assurer les gardes de nuit, ainsi que les jours fériés. Par ailleurs, la restructuration du système de santé a pu accentuer une désertification médicale. Selon Pierre-Louis Bras, la fin de l'hospitalocentrisme s'est traduite par une mutualisation de l'offre hospitalière sans qu'elle ne soit compensée dans les territoires par une hausse de l'offre de soins en ville. Alors, nous avons démontré les causes et les risques. Alexis va désormais nous démontrer les conséquences. Oui, et donc les conséquences sont particulièrement néfastes pour la population, le système de santé et les praticiens. Rapidement, nous avons identifié 4 conséquences. La première, c'est l'accroissement des files d'attente qui peuvent créer une dégradation de l'état de santé du patient, ce qu'on appelle la perte de chance ou un renoncement aux soins. La seconde conséquence, c'est le déport de consultation, enquistant les urgences médicales et les services de pompiers. Le passage d'urgence a doublé depuis 2020 et 61% des patients s'y rendent pour leur accessibilité. Troisième conséquence, la difficulté à trouver un médecin traitant qui et les assurés perdent le bénéfice du parcours de soins coordonnés. Et enfin, quatrième conséquence, notamment pour les praticiens, il ne faut pas les oublier, c'est qu'on a des situations de plus en plus de burn-out chez les médecins généralistes dans les zones sous-dotées. Des conséquences néfastes, donc, en particulier au regard des enjeux primordiaux de la lutte contre la désertification médicale. Premier enjeu, peut-être le plus important, l'égalité
d'accès aux services publics. En effet, une répartition équitable sur le territoire de l'offre de soins garantit la cohésion sociale et nationale. D'autre part, d'assurer la performance du système de santé, qui s'évalue à travers l'utilisation efficiente des moyens médicaux, mais également l'état de santé global de la population. Troisième enjeu, répondre demain à l'évolution des besoins médicaux, en particulier le vieillissement de la population. Et enfin, quatrième enjeu, et cela nous concerne tous, c'est que cette problématique est au cœur des préoccupations des Français. Selon une enquête Harris Interactive pour la mutualité française en vue de l'élection présidentielle, le sujet prioritaire pour les Français en matière de santé est l'accès de tous aux soins. Toujours selon ce sondage, la lutte contre les déserts médicaux est la mesure la plus importante pour assurer cet accès égal. Par conséquent, nous allons désormais nous interroger sur l'insuffisance des mesures existantes qui appellent à leur renforcement dans le cadre d'une stratégie globale. En effet, les principales mesures pour lutter contre les déserts médicaux apparaissent aujourd'hui insuffisantes au regard du risque d'aggravation que nous avons identifié. Tout d'abord, il nous a paru pertinent de revenir sur les grands leviers d'intervention pour répartir l'offre de soins sur le territoire. L'adresse en a identifié 4 sur le fondement de l'expérience internationale. Les incitations financières, qui ont des résultats décevants, la formation initiale, qui est un levier puissant mais de long terme, avec 2 courants de transmission, hausser les capacités de formation pour hausser le nombre de médecins, entraînant la saturation des zones favorisées, puis le transvasement vers les zones en sous-dense. Selon l'adresse, ce vecteur est cependant limité, voire inopérant empiriquement, bien que la hausse du nombre de médecins est un préalable à une meilleure distribution sur le territoire. Seconde courroie de transmission, favoriser les étudiants issus de zones défavorisées qui s'y installeront davantage ou localiser les stages qui influencent l'installation dans ces mêmes zones. Troisième levier, c'est la régulation de l'installation, c'est-à-dire les contraintes sur le choix de la localisation, qui aboutit à une distribution médicale plus équilibrée à un niveau assez agrégé, mais l'adresse est néanmoins moins affirmative à un niveau infrarégional où des pénuries locales peuvent subsister. Et quatrième levier, le soutien professionnel et personnel de diverses actions, cependant peu évaluées. Je laisse désormais la parole à Rania pour nous exposer les principales mesures mises en place en France, leurs avantages et leurs limites. Alors, effectivement, de nombreuses mesures ont déjà été mises en place. Tout d'abord, la stratégie Ma Santé 2022. Elle vise 3 objectifs. Lutter contre les déserts médicaux, encourager l'exercice coordonné et libérer du temps médical. Mais le levier majeur utilisé reste celui des incitations financières. Toutefois, celles-ci apparaissent peu efficaces puisqu'elles ne sont pas assez ciblées et qu'elles peuvent parfois créer des effets d'aubaine. Dans tous les cas, ces mesures doivent être complétées par d'autres mesures. Troisième élément, l'augmentation de la démographie médicale. C'est une mesure nécessaire, mais là aussi insuffisante. Le numerus apertus a permis d'augmenter le nombre d'étudiants en 2e année de médecine de 20% en 2021. Toutefois, cette mesure aura des effets de long terme. Il y a une insuffisance des moyens de formation et surtout, la hausse du nombre d'étudiants ne garantit pas la répartition équitable des étudiants et donc des médecins internes sur le territoire, ni même s'il y aura un bénéfice au profit de la profession des médecins généralistes. Le recrutement des médecins étrangers est également une mesure qui peut être prise, avec toutefois des difficultés d'installation, notamment avec la barrière de la langue. L'optimisation du temps médical est un axe prometteur, mais là aussi à approfondir. La délégation de compétences, notamment, est une réussite plus ou moins prononcée, plus ou moins marquée selon les professionnels de santé. Par exemple, elle fonctionne très bien entre les ophtalmologues et les orthoptistes. Toutefois, notamment les infirmiers ont des réticences avec une volonté de reconnaissance, tant du point de vue du statut que de salaire. La création du statut d'infirmier en pratique avancée constitue une bonne avancée, mais qui reste là encore timide, puisqu'à terme, il devrait concerner 3 à 10% des infirmiers. Ensuite, les mesures agissant sur la formation initiale. Elles apparaissent là encore timides. Il y a notamment un stage de 6 mois obligatoire en ambulatoire en zone sous-dense lors du 3e cycle de médecine générale depuis la loi du 24 juillet 2019. L'exercice coordonné, qui présente un réel appui à l'installation des professionnels de santé dans les territoires présentant un déficit d'attractivité. Les CPTS et les hôpitaux de proximité s'ajoutent aux MSP, aux ESP, ainsi qu'aux plateformes territoriales d'appui. Avec là aussi des fragilités, puisqu'en mars 2022,
30% de la population était couverte par une CPTS, l'objectif étant de couvrir l'ensemble de la population. Les CPTS sont parfois complexes à mettre en place. Il y a notamment des tâches administratives, des enjeux politiques également sur le territoire et des difficultés de coordination qui peuvent expliquer donc ce constat. À cela s'ajoute le fait que l'exercice coordonné est un facteur d'attractivité et qu'il peut en ce sens défavoriser les déserts médicaux, puisque n'ayant pas suffisamment de médecins, ces territoires ne peuvent offrir des conditions d'exercice aussi optimales. Ensuite, le niveau hospitalier a également été mobilisé, notamment au travers des hôpitaux de proximité, qui sont un véritable levier de lutte contre les déserts médicaux et qui permettent d'équilibrer la maille territoriale de certains soins, notamment de premier recours, et qui pourraient toutefois être davantage mobilisés. Du point de vue de l'assurance maladie, plusieurs exemples peuvent être cités. Tout d'abord, l'avenant numéro 9 de la Convention médicale a permis de renforcer l'accès aux soins pour les publics prioritaires. Nous pouvons également citer la MAS, mission d'accompagnement santé, qui permet de guider et d'accompagner les usagers dans leur parcours de soins. Les collectivités territoriales ont également un rôle important à jouer dans la lutte contre cette désertification médicale. À titre d'exemple, la métropole de Rouen, dont je suis fièrement originaire, a récemment créé une vice-présidence pour les sujets de santé et a financé près de 15 postes de professeurs des universités en médecine. Enfin, la télémédecine. Nous l'avons vu lors de la crise sanitaire, elle permet d'écourter les délais de prise en charge et de libérer du temps médical. Toutefois, là aussi, avec certaines limites. Le cadre légal de la télémédecine la borne géographiquement à l'excès. Par ailleurs, l'obligation d'alternance entre visite physique et visite en distanciel défavorise les déserts médicaux. Par ailleurs, la fracture numérique pour certains patients peut également constituer un frein. Nous nous sommes donc interrogés face à ces insuffisances aux solutions à mettre en œuvre. Effectivement. Pour nous, il s'agit de concevoir une politique globale combinant les différents leviers renforcés qui apparaîtraient d'ailleurs nécessaires pour résorber les déserts médicaux. La DREES estime effectivement que, sur le fondement des évaluations internationales, une politique globale est nécessaire. À l'inverse, des mesures limitées ont une efficacité limitée. Cette politique d'ensemble devra prendre en compte la réalité de la démographie médicale, c'est-à-dire effectivement une baisse jusqu'en 2024, puis on espère un rebond en 2033. De sorte que cette stratégie globale implique de mettre à la fois en place des mesures de court terme et des mesures structurelles de long terme afin de rééquilibrer durablement l'offre de soins sur le territoire. Cela suppose dès lors de prolonger les plans de réforme globale, comme la Santé 2022, durant le prochain quinquennat afin de donner un nouvel élan et de s'assurer de l'implication de l'ensemble des acteurs, État, assurance maladie, collectivités territoriales, praticiens, mais également représentants d'usagers. Dès lors, il nous a paru tout d'abord primordial de renforcer les leviers d'action. Alors tout d'abord, il nous semblait nécessaire d'améliorer la démographie médicale. La mise en place du numerus apertus doit permettre une meilleure répartition des étudiants sur le territoire et permettre donc à terme une meilleure répartition des médecins sur le territoire. Pour cela, il faudrait notamment augmenter les capacités de formation dans les territoires sous-denses et avoir une part plus importante pour la médecine généraliste. Ensuite, l'origine territoriale et sociale des étudiants en médecine et l'offre de formation. Octroyer une bourse aux étudiants provenant de zones sous-denses et favoriser les stages terrain dans ces zones pourrait constituer une première réponse. En ce qui concerne les aides financières, nous l'avons dit tout à l'heure, elles gagneraient à être plus efficientes et sélectives. À ce titre, le rapport Rougemont propose d'évaluer et de supprimer les incitations qui sont inopérantes et en parallèle de favoriser et de renforcer les incitations en zones sous-dotées. Quatrième perspective, le renforcement du rôle de l'assurance maladie, notamment par le biais du conventionnement. En prévoyant par exemple des mesures contraignantes à l'installation, comme c'est déjà le cas pour les kinés, les infirmiers et les sages-femmes. Autre possibilité, l'application du principe 1 pour 1, le conventionnement en zone surdotée ne pouvant intervenir que si un autre professionnel a définitivement cessé son activité dans la zone. Autre possibilité pour l'assurance maladie, poser des contreparties aux aides à l'installation
en termes de volume de patientèle, mieux maîtriser les dépassements d'honoraires et créer des indicateurs collectifs en y intégrant notamment des actions de prévention. Autre évolution nécessaire, faciliter l'exercice coordonné et libérer du temps médical. Outre la simplification des démarches concernant les structures d'exercice pluriprofessionnels, il pourrait être intéressant de concevoir une logique de parcours de soins coordonnés, non plus seulement autour du médecin traitant, mais autour d'une équipe de soins dans sa globalité. Ainsi, le médecin aurait le rôle du gatekeeper et pourrait rediriger les patients vers les spécialistes, mais les aspects coordination seraient quant à eux délégués à un autre professionnel de santé, par exemple un infirmier, qui pourrait alors faire le lien avec l'ensemble des professionnels du médical, mais également du médico-social. Pour favoriser l'exercice coordonné, il pourrait être également pertinent de mettre en place un tronc commun à l'université et favoriser le partage d'expériences, finalement, dès les études. En ce qui concerne les hôpitaux de proximité, une évaluation et une montée en puissance du dispositif pourraient également constituer une piste intéressante. Enfin, lever les freins à la télémédecine. Nous l'avons vu, un assouplissement du cadre légal paraît nécessaire. En complément, favoriser la relation B2B2C à celle du B2C pourrait constituer une autre piste. Par exemple, en favorisant les maisons médicales digitales avec la présence d'un infirmier qui pourrait accompagner les patients lors des téléconsultations. Alors, toutefois, ces mesures pourraient s'avérer insuffisantes et c'est ce que nous allons voir avec Alexis. Merci Rania. Alors, effectivement, ces mesures pourraient s'avérer insuffisantes et donc on a réfléchi à des solutions plus ambitieuses, mais également peut-être plus dangereuses, plus critiquables. La régulation de l'installation des médecins. Une telle régulation aurait en effet un impact direct et rapide sur une meilleure répartition territoriale de l'offre de soins, là où les incitations ont pu échouer. Par ailleurs, selon un sondage Ipsos pour la Fédération hospitalière de France, 84% des Français seraient favorables à une obligation d'installation des jeunes médecins dans les déserts médicaux. D'autres praticiens de santé connaissent déjà une restriction du conventionnement dans les zones surdotées, permis qu'en cas de départ à la retraite, le conventionnement sélectif. Les infirmiers et les sages-femmes depuis 2012, les masseurs-kinés depuis 2018, seule la limitation des infirmiers a été évaluée. Elle est efficace dans le contexte de forte hausse des effectifs, ce qui n'est pas la tendance des médecins généralistes, ce qui nécessiterait d'augmenter parallèlement la démographie médicale. Les comparaisons européennes et internationales démontrent un effet mitigé. Dans une note Terra Nova de 2022, Guillaume Chevillard et Julien Mousquet avancent que les contraintes d'installation résorbent les inégalités territoriales, sauf dans les zones les moins bien dotées, mais entraînent des effets pervers, par exemple la crise de la vocation. Cette régulation a fait l'objet de nombreuses propositions, parfois anciennes, et prendrait des modalités variées, de l'incitation renforcée à la contrainte. La Cour des comptes rappelle régulièrement l'efficacité de cette solution, proposant de fixer un nombre cible de postes conventionnés par zone sur l'ensemble du territoire. Le rapport du sénateur Rojoin, 2022, prône un conventionnement sélectif, à savoir l'installation en cas de départ d'un père. La loi Garot, rejetée par le Parlement en 2022, proposait une obligation d'exercice de 3 ans en zone sous-dotée pour les jeunes médecins. Enfin, les élections présidentielles ont vu fleurir les propositions. Emmanuel Macron promettait ainsi de stopper les conventionnements des praticiens dans les zones surdotées, en particulier à travers un financement différencié plus avantageux dans les zones sous-dotées. Cependant, les limites et critiques de cette régulation sont nombreuses. Pour certains, la priorité est de régler le déficit des médecins, la démographie médicale, avant de s'atteler à sa répartition. Le ministère de la Santé juge la coercition inopérante en situation de rareté de la ressource médicale. C'est aussi la position de MG France, le principal syndicat des médecins généralistes. Plus largement, ces propositions relevant de la facilité reçoivent une opposition claire et résolue des médecins. Selon le syndicat Réagir, elles dégoûteraient les jeunes médecins de l'installation libérale et conduiraient à une crise de la vocation. Il existe également un risque de déconventionnement en cas de coercition qui crée une médecine à 2 vitesses entre les plus aisés et les plus défavorisés. Forcer et imposer un turnover des médecins dans certains territoires pourrait conduire à une démotivation des médecins et des patients, ainsi qu'à une baisse de la qualité des soins. Dès lors, les conditions de réussite de cette régulation sont nombreuses et ambitieuses. Une solidarité intergénérationnelle entre médecins, l'adhésion de la profession
l'absence de rupture brutale au profit d'une politique de long terme accompagnant la transformation, ou encore traiter la question du juste revenu des médecins en zone sous-dense. Enfin, une politique forte, capable d'identifier l'intérêt général dans la régulation de l'offre de soins. En conclusion, la situation que nous avons essayé d'analyser est préoccupante. Nous faisons le vœu que le renforcement des mesures existantes résolve leur insuffisance actuelle, et ce dans le cadre d'une stratégie globale et de long terme. Une plus forte régulation de l'installation des médecins pourrait faire l'objet d'un débat démocratique et technique. Enfin, nous souhaitions rappeler la nécessaire collaboration entre les pouvoirs publics et les professions médicales. Ceux-ci ont un objectif commun, l'égalité d'accès à l'offre de soins, qui découle à la fois des serments médicaux et de l'article 1er de la Constitution. Rania et moi, nous vous remercions. Merci.